Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de cette édition. Nous irons à Ouragayo. Le gouvernement a entrepris la réalisation de plusieurs infrastructures, notamment le bitumage des voies. Des actions est saluée sur place par les populations. La ministre Kandia Camara, cadre du RHDP en tournée dans la région, a visité quelques chantiers. En sport football, les Nigérianes remportent la finale de la Coupe de l'UFO Adam. Elles ont battu les Ivoiriennes au tir au but ce samedi au stade Robert Champrou et de Makori. La capitaine Fatou Koulibaly et ses coéquipières n'ont pas pu remporter leur deuxième finale consécutive. En culture, la 72e édition du Festival de Cannes bat son plein en France jusqu'au 25 mai prochain. Cet événement cinématographique mondial accueille les meilleurs réalisateurs de la planète. Un film sénégalais est en compétition pour la Palme d'Or. Il a bénéficié d'un appui financier de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Enfin, en Australie, la coalition conservatrice remporte le scrutin législatif. Le chef de l'opposition travailliste, Donné Favori, a reconnu sa défaite et a annoncé qu'il démissionnerait de son poste de chef du parti. Soyez les bienvenus sur RTI1. C'est l'événement littéraire qui draine du monde chaque année. Le Salon international du livre d'Abidjan se tient au Palais de la Culture de Treichville. Le livre, à l'honneur, est le compagnon du public depuis mercredi. Les grandes figures de la littérature, dont Véronique Tadjo, ont fait le déplacement. C'est d'ailleurs l'auteur à l'honneur. La France est le pays invité de ce SILA 11 qui refermera ses portes demain dimanche. Mais que retenir de cette édition qui place le livre au cœur de nos actions? Les avantages du livre, on en parlera avec notre invité, Félix Ndakpri, commissaire général du SILA. Vous êtes également le président de l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur Ndakpri. Bonsoir, Marie-Laure. Alors, à ce 11e SILA, vous avez invité le public à faire du livre son compagnon au quotidien. Alors, en 2 mots seulement, dites-nous pourquoi. Et puis, est-ce que le public vous a suivi et compris? Mais nous avons porté notre choix sur ce thème du livre Mon compagnon au quotidien pour relever ensemble le défi du lectorat actif. Pour ce faire, donc, nous avons sensibilisé particulièrement les effectifs scolaires avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale, donc, qui nous a suivis dans cet objectif. Et nous pensons qu'à un jour de la clôture de cet important événement, des statistiques que nous disposons nous donnent pleine satisfaction. Donc vous avez été compris, vous avez été suivi par le public. Vous nous en direz davantage dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, monsieur Ndakpri. Merci. Mais vous restez pour le moment avec nous. On va prendre la direction de Ouragayo, où le gouvernement a entrepris la réalisation de plusieurs infrastructures, notamment le bitumage des voies. Des actions saluées par les populations. La ministre Kandia Camara, cadre du RHDP en tournée dans la région, a visité quelques chantiers en cours, comme nous l'explique Franck Quadio. Ouragayo, commune dans la région du Go, est en chantier. Réfection des rues de la commune, construction d'un commissariat de police pour assurer la sécurité des populations. Ces travaux ont été visités par Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, par ailleurs cadre du RHDP. Elle a pu se rendre compte de la bonne évolution de ces chantiers qui viendront améliorer le cadre de vie des habitants de Ouragayo. Je suis particulièrement heureuse parce que je me rappelle que c'est lors de la visite du Premier ministre ici même à Ouragayo que les populations ont fait la doléance, à savoir le bitumage des voiries de Ouragayo. Et le Premier ministre ce jour-là a pris l'engagement de transmettre ce message au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Quelques mois après, voici les travaux qui sont en cours. Et j'ai voulu moi-même, profitant de mon voyage ici dans la région, puisque là nous venons d'inaugurer le collège moderne de Brilly, derrière Bayota. Donc j'ai profité pour venir moi-même voir effectivement les travaux et pouvoir aller rendre compte à mon chef, le Premier ministre Amadou Gon Koulibaly, et qui à son tour certainement va faire aussi un compte rendu au président de la République. Le maire de Ouragayo, aux côtés de la ministre Kandia Camara, a souligné la nécessité de ces infrastructures pour ses administrés. Témoins de cette visite de Kandia Camara, les chefs traditionnels de Ouragayo venus nombreux pour exprimer leur gratitude au chef de l'État et à son gouvernement.
Après la Coupe UFOA Dames, place à la CAN 2019 qui débutera dans quelques semaines seulement. Et on espère un troisième sacre, bien sûr, pour les éléphants du Côte d'Ivoire. Mais en attendant la compétition, le pays se prépare activement pour accueillir la CAN 2023. Les infrastructures, comme vous le voyez, se mettent en place. Des travaux de construction ont été lancés à Korogo. C'est un stade de 20 000 places qui sortira de terre dans la capitale du Poro. Les travaux qui vont coûter plus de 50 milliards de francs CFA ont été lancés par le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, et par le ministre de la Fonction publique, Issa Coulibaly, qui représentait le Premier ministre. Je vous propose la réaction du ministre Issa Coulibaly, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ces infrastructures constituent un atout pour notre pays et particulièrement pour les jeunes. En effet, sans infrastructures sportives modernes, le sport est réduit à sa plus simple expression. Les jeunes seraient alors privés d'une activité majeure et la Côte d'Ivoire sportive en marge du reste du monde. Les infrastructures sportives sont donc fondamentales pour un pays qui aspire à l'émergence. Et toujours au chapitre sportif de ce 20h, notez que les éléphants ont perdu la finale du tournoi UFOA Dames face aux Nigérianes. Pourtant, le match s'était bien déroulé pour les Ivoiriennes qui ont mené 1-0 jusqu'à la dernière minute du match où elles se sont fait malheureusement rattraper au score par les Nigérianes. L'épreuve fatidique des tirs au but a donné raison aux Nigérianes qui savourent un titre chèrement acquis. Je vous propose les temps forts de cette rencontre. Les Ivoiriennes qui peut donner à gauche avec Ange Coco, la belle action de la première période. Ange Coco, oh, elle a gâché cette belle offrande là. C'est pas terminé, elle s'en sort avec un coup franc intéressant. Elle va se lancer, Ange Coco, elle part, elle frappe. Et oui, dans une finale de la Coupe UFOA, il faut le talent, il faut la classe. Il faut se battre. Allez, c'est là qu'il faut être costaud. Attention, attention. L'égalisation du Nigeria à cette 94e minute. Aki s'élance, qui paille, qui frappe, elle va rater. Voilà. Elle rate complètement son tir. La capitaine du Nigeria a placé son ballon. Va-t-elle envoyer le Nigeria en Firmama? On le verra bien. Elle part, elle frappe et le Nigeria est couronné. Le Nigeria remporte la deuxième édition de la Coupe UFOA. Le Nigeria a confirmé son statut de grande nation de football. Bravo tout de même aux Ivoiriennes qui n'ont pas démérité, les Ivoiriennes qui occupent donc la deuxième place de ce tournoi. Et le Ghana occupe la troisième place de ce tournoi de l'UFOA Dames. Derrière la Côte d'Ivoire, les Ghanéennes ont remporté la petite finale disputée avec les Maliennes ce samedi au stade Robert Champrou de Makori. Et toujours dans l'actualité sportive, le président de l'Assemblée nationale a reçu les athlètes de la Fédération ivoirienne de karaté, discipline associée à l'hémicycle. La sélection ivoirienne avait pris part à la 18e édition du championnat de l'Union des fédérations africaines de karaté tenu du 5 au 12 mai dernier à Abidjan. On en sait plus avec Konaté Moussa. La sélection ivoirienne de karaté reçue par le président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro après sa brillante participation à la 18e édition du championnat de l'Union des fédérations africaines de karaté tenu du 5 au 12 mai à Abidjan. La délégation est conduite par le ministre des Sports, Claude Danho. Nous voulons vous dire merci, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, de nous donner cette opportunité de présenter un autre visage de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Celle qui sait porter haut le flambeau de notre pays, qui peut éloigner les vices de la vie de tous les jours et qui peut aimer la Côte d'Ivoire comme nous la souhaitons. Parce que la Côte d'Ivoire, effectivement, est de retour dans le Conseil des Nations. 29 médailles raflées par les athlètes ivoiriens à cette compétition de karaté, dont 11 en or, 12 en argent et 6 en bronze. Une performance saluée par le président de l'Assemblée nationale. Nous sommes heureux de partager ce plaisir avec vous, ainsi qu'avec toute la nation. Monsieur le Président de la Fédération ivoirienne de karaté et discipline associée, lorsque vous m'informiez de la participation de notre pays à ce championnat d'Afrique de karaté et que vous sollicitiez mes bénédictions,
je vous avais rassuré. Et je vous avais demandé d'être confiant. D'être confiant, mais surtout d'être déterminé. Et d'avoir à l'esprit que vous alliez à cette compétition pour gagner, pour honorer notre pays. Le président de l'Assemblée nationale a offert la somme de 5 millions de francs CFA à la Fédération ivoirienne de karaté et de disciplines associées. Il a été levé au grade de ceinture noire, première dan. On passe maintenant au chapitre religion de ce 20 avec les musulmans qui poursuivent le jeûne du mois du Ramadan. La mairie d'Abobo apporte son soutien à la communauté musulmane. Le maire d'Abobo, Ahmed Bakayoko, et son conseil municipal leur a fait des dons d'une valeur de 40 millions de francs CFA. Ouattara Walter. Le conseil municipal d'Abobo ne reste pas en marge de la mouvance du partage en ce mois de Ramadan. Dans un souci de contribution au bon déroulement du jeûne de la communauté musulmane de cette commune, le maire Ahmed Bakayoko fait un don de vivres composé de 12 tonnes de riz et de 45 tonnes de sucre. Les collaborateurs, les hommes politiques et les responsables de différentes structures socio-professionnelles ainsi que les personnes vulnérables sont les bénéficiaires de ce don. Le mois de Ramadan représente un mois de piété, un mois de dons, de charité et surtout de prière. On prie aussi pour la Côte d'Ivoire et que vraiment tout se passe bien et que tous nos hauts cadres se donnent la main. Nous sommes très satisfaits de ces gestes et la mairie a pris l'initiative à travers son maire de pouvoir quand même aider cette population. Nous lui disons merci et que le Seigneur lui rend en centime. Sensible aux bénédictions faites à son égard, le maire Ahmed Bakayoko est revenu sur l'importance de la solidarité pendant le mois saint du Ramadan, 9e mois du calendrier hégirien. C'est pendant ce mois que le Saint-Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que ce mois est un mois sacré, est un mois important. À Bobo, nous devons être la première commune en matière de solidarité. C'est-à-dire que chacun doit aider son voisin. Pour ce mois de Ramadan, le maire Ahmed Bakayoko compte poursuivre ses dons de vivres aux populations pour une valeur globale de 40 millions de francs CFA. Une action qui s'inscrit également dans l'appui au programme social du gouvernement. Quelle relation avec les voisins musulmans et non musulmans pendant ce mois de jeûne? C'est le thème de la première édition de la rupture collective du jeûne du Ramadan organisée ici à la RTI. Et vous allez le voir, plusieurs personnalités, dont le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, y ont pris part. On en sait plus avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. La période du jeûne du mois du Ramadan est un temps de partage et de communion. Pour respecter ce principe, la communauté musulmane des agents de la RTI, Comia RTI, a initié une rupture collective de jeûne. Cette activité a été marquée par une lecture coranique et une conférence sur le thème « Quelle relation avec les voisins musulmans et non musulmans pendant le mois de jeûne ?» La Comia RTI a été créée dans le but de susciter et sauvegarder la foi et la croyance de ses membres en Allah, le Dieu unique. Consolider et renforcer les relations de fraternité, de solidarité et d'entraide entre les membres, mais aussi entre nous et les autres communautés religieuses de l'entreprise. Une initiative bien appréciée par des personnalités venues apporter leur soutien aux agents musulmans de la RTI. Je suis particulièrement heureux de cette initiative de la communauté musulmane de la RTI, qui fait suite à l'initiative de la communauté chrétienne de cette même maison. Ce qui témoigne de la volonté des responsables des communautés religieuses, qui sont des communautés de régulation et de convivialité, en plus de leur dimension spirituelle et religieuse, de faire en sorte que cette maison soit une maison une maison où il y a des agents qui partagent des valeurs communes. Par ces temps qui courent où la sainteté est un peu galvaudée, il est important que des gens ordinaires, des gens se retrouvent et vivent leur religion de façon solidaire
et d'une façon qui ne dérange pas les voisins. Sidi Tiemoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, a pour sa part encouragé l'initiative des agents de la RTI qui favorise la cohésion entre différentes religions. Le voisin, même si c'est principalement celui qui habite à côté de nous, c'est encore plus celui qui est différent de nous. Le voisin, c'est ce baoulé qui est à côté, le voisin, c'est ce bété qui est à côté. Ce genre d'occasion, si n'avait pas existé, il aurait fallu mettre cet élément en place. Et je félicite la communauté musulmane de la RTI qui a eu cette géniale idée de se structurer dans ce sens pour exprimer sa solidarité entre eux, mais aussi sa solidarité avec les autres communautés de la grande famille de la RTI. La rupture collective de jeunes de la communauté musulmane de la RTI est à sa première édition. Des bénédictions ont été faites à la fin de ce moment de partage. Et loin d'Abidjan, ce samedi, le ministre Amédée Kouakou Kofi, maire de Divo, était au contact de la communauté musulmane de sa cité. Il est allé leur exprimer son soutien en ce mois de Ramadan. Il leur a offert 20 tonnes de vivres et par ailleurs, il les a exhortés au renforcement de la cohésion et de la paix à Divo et en Côte d'Ivoire. Le reportage de Léon Prouet vous sera proposé dans nos prochains journaux. Le ministère de la fonction publique a initié une rencontre en vue de la présentation du bilan à mi-parcours et de son plan stratégique 2017-2020. Ce plan permet au ministère d'améliorer la qualité de ses services pour le bonheur des usagers. Christelle Bédédia, Grâce Kanto. Le plan stratégique 2017-2020 du ministère de la fonction publique est un outil d'aide à la gouvernance. Il vise à bâtir une fonction publique qui intègre célérité et efficience avec des ressources humaines de qualité et respectueuses des normes établies en matière de gouvernance publique. Après sa mise en œuvre, un bilan à mi-parcours a été présenté. La majeure partie des actions a été menée. Il y a eu l'évaluation du SIGFAE, c'est le système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État. Il y a eu aussi le démarrage de HEC. Bon, c'est vrai que ce n'est pas terminé. Il y a 3500 fonctionnaires et agents de l'État formés. Il y a au moins 1500 déjà qui ont été formés. Les quelques mois qui nous restent jusqu'en 2020, on arrive vraiment à la dématérialisation de tout ce qui est service public rendu à l'usager client. Les autres défis à relever, d'abord il aura le mérite, il aura la transparence et il aura la veille stratégique. Le plan stratégique du ministère de la fonction publique est estimé à 18 milliards de francs CFA. Il bénéficie de l'appui partiel de l'Union européenne. C'est pourquoi, selon le directeur de cabinet du dit ministère, il s'avère nécessaire d'entreprendre des actions de recherche de ressources additionnelles auprès de partenaires. L'agence Côte d'Ivoire PME vient d'organiser une session de formation en entrepreneuriat, conseil et recherche de financement pour la mise en œuvre des projets d'entreprise. Cette session a réuni l'ensemble des responsables des PME et l'objectif est clair, développer les compétences professionnelles des chefs d'entreprise en vue d'assurer une meilleure longévité et développement de leurs entreprises. Jean-Luc Bambo. L'une des principales difficultés rencontrées par les petites et moyennes entreprises demeure le financement de leurs activités, ce qui les limite à une durée de vie généralement comprise entre 3 et 5 ans. Mettre les chefs d'entreprise au diapason des bonnes pratiques tout en développant leurs compétences professionnelles, telle est la mission de l'agence Côte d'Ivoire PME. Qu'est-ce qui fait que les PME disparaissent? Cela nous ramène à la question de l'accompagnement conseil. Parce qu'aujourd'hui, on peut mettre en place différents types de programmes de développement des petites et moyennes entreprises. Mais si ces entreprises ou si ces entrepreneurs ne sont pas bien accompagnés sur le terrain, ces projets sont pratiquement voués à l'échec. Donc l'objectif de la formation principalement, c'était d'aider les entreprises, de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets. Et de cette manière, nous sommes capables de réduire le taux de mortalité. Et de cette manière, on est certain d'avoir des petites et moyennes entreprises qui vont contribuer davantage, bien sûr, au développement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est classée parmi les pays où la culture entrepreneuriale est insuffisamment valorisée, même si l'entrepreneuriat y est en plein essor. Les conseillers entreprises issus du secrétariat d'État chargé de la promotion des PME, de l'agence Emploi Jeunes ainsi que des différentes fertières des PME ont pris part à cette formation. Nous avons vu au cours de cette formation comment le chef d'entreprise doit
élaborer son pitch, sa présentation qu'il doit faire soit devant un partenaire ou devant un financier, question de pouvoir faire ressortir de façon synthétique l'essentiel de son projet d'entreprise ou de développement. Rappelons que cette formation s'inscrit dans le cadre d'un partenariat signé entre l'agence Côte d'Ivoire PME et la fondation espagnole INCIDE en mars 2018. Et sur la scène politique ivoirienne, un nouveau mouvement de soutien au parti RHDP est enregistré. Le réseau des jeunes cadres du RHDP a lancé officiellement ses activités. Les enjeux de création de ce mouvement ont été expliqués à la presse ce jeudi et il s'agit donc d'expliquer les actions des chefs de l'État en faveur des populations, comme nous l'explique Michel Digri. Après avoir mobilisé un bon nombre de sympathisants à la faveur du congrès constitutif du parti unifié en janvier, Ali Ouattara veut aller plus loin dans son soutien au RHDP, mais cette fois-ci à travers l'organisation des jeunes cadres du parti. Face à la presse, il a annoncé le démarrage effectif des activités du mouvement qu'il lance, le réseau des jeunes cadres RHDP. Dans cette mobilisation, nous n'allons pas seulement nous contenter des villes et des communes. Nous allons étendre notre action aux villages et aux campements. Là où même certaines personnes n'ont pas forcément les moyens d'avoir une télévision et une radio pour écouter tous les jours. Nous voulons apporter des éclaircies sur certaines choses mal comprises ou mal dites par certains de nos adversaires. Pour y arriver, Ali Ouattara entend rallier à sa cause toute la jeunesse active du parti avec comme première mission expliquer toutes les actions gouvernementales en faveur des populations. Autre mouvement, le mouvement politique Les Sofas du RHDP a tenu sa rentrée politique à Abobo. Ce mouvement prône les idéaux du RHDP. Il compte entreprendre des tournées pour son implantation. Ahmed Traoré, Moussa Konaté pour le reportage. Mobilisation des militants autour des idéaux du RHDP et des actions de développement du président Alassane Ouattara. C'est autour de ce thème que s'est tenue la rentrée politique du mouvement dénommé SOFA RHDP. Le mouvement veut contribuer à promouvoir les idéaux du RHDP. SOFA, les soldats de la paix, les soldats du parti. Et nous, un parti qui est gage de rassemblement, de cohésion sociale, il est important pour nous de s'aligner à ce parti et l'aider dans toutes ses actions de développement et les actions de rassemblement et de paix dans ce pays. Mamadou Diomandé, parrain du mouvement, s'engage à le soutenir partout où besoin se fera sentir. Pour moi, le RHDP, c'est un symbole. Au-delà d'une plateforme politique, c'est un appel au rassemblement des Ivoiriens et des Ivoiriennes. C'est un appel à l'appropriation et à la vulgarisation des idéaux du père fondateur de ce pays. Pour moi, c'est une manière d'apporter ma modeste contribution à l'effort d'union, de cohésion des enfants de ce pays dans un moment où on en a le plus besoin. Le mouvement Les Sofas du RHDP existe depuis un an. Il prévoit mener des activités pour son implantation sur toute l'étendue du territoire national. Le Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire, encourage la candidature des jeunes aux différentes élections. Le FOSCAO a annoncé des initiatives afin de faire entendre la voix des jeunes en politique. Astou Touré. La jeunesse en première ligne des instances décisionnelles. C'est l'objectif que veut atteindre le Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, FOSCAO, section Côte d'Ivoire. Pour cela, un projet a été lancé. Il s'agit d'inviter les partis politiques à accorder une attention à la promotion de la candidature des jeunes aux différents postes électifs. Aujourd'hui, nous disons que pour bâtir cette Côte d'Ivoire, il faut justement permettre aux jeunes de candidater au poste de maire, au poste de conseil régional, au poste de député pour les élections notamment à venir. On constate qu'en Côte d'Ivoire, 77,7% de jeunes ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, mais en termes de ceux qui participent aux jeux politiques, ils sont moins. Pour nous, il était bon, il était important en tant qu'acteur de la société civile aussi, de pouvoir impulser
des jeunes à pouvoir véritablement s'impliquer davantage dans le jeu politique. Selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat du Côte d'Ivoire, on estime à 36,2% les personnes dont l'âge oscille entre 15 et 34 ans et 77,7% de la population a entre 0 et 35 ans. Des chiffres sur lesquels le coordonnateur du projet entend axer ses activités. Il s'agit entre autres de la mobilisation et la formation de 30 jeunes à briguer les élections. Nous allons faire un plaidoyer en vue de l'institution d'un quota de représentation de 30% des jeunes au sein des partis politiques. Le projet a débuté en avril 2019 et prendra fin en mars 2021. Régions concernées, le Béquet, le Haut-Sassandra, le Nzi et le Poro. À l'étranger, en Australie, la coalition conservatrice du Premier ministre Scott Morrison remporte le scrutin législatif. Le chef de l'opposition travailliste donné favori a reconnu sa défaite et annoncé qu'il démissionnerait de son poste de chef du parti. Nous sommes samedi, c'est l'heure de parler culture dans ce 20h. Nous commençons par la 72e édition du Festival de Cannes qui bat son plein en France jusqu'au 25 mai prochain. Cet événement cinématographique mondial accueille les meilleurs réalisateurs de la planète. Un film sénégalais est en compétition pour la Palme d'Or. Il a bénéficié d'un appui financier de notre pays dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Serge Collia depuis la France. Première grande projection pour Atlantique. Le long-métrage de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop est le seul film africain sur les 21 en lice pour la Palme d'Or. Aux côtés du ministre sénégalais de la Culture et de l'équipe de production, la délégation ivoirienne. La Côte d'Ivoire, à travers le FONSIC, le Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, a apporté son concours financier à cette fiction qui représente l'Afrique à Cannes. Il y a deux appuis institutionnels qui nous marquent, c'est le FOPICA du Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est une Afrique qui gagne, c'est une Afrique qui s'entraide. Et le résultat aujourd'hui, ça prouve qu'on peut aller loin, très loin. Et ce qui arrive aujourd'hui est magnifique et c'est historique parce que c'est la première fois qu'une femme quand même arrive à ce niveau pour le continent africain. Cortège hollywoodien de l'hôtel Le Gré d'Albion jusqu'à la montée des 24 prestigieuses marches du Palais des Festivals, siège de cette 112e édition du Festival de Cannes. 1h44 de projection pour Atlantique avec interdiction formelle de filmer dans la salle. Au final, la fiction africaine fait sensation. La réalisatrice a su aborder avec une belle écriture cinématographique la question de la migration irrégulière. Notre action vis-à-vis du Sénégal est une action qui s'inscrit dans la démarche du ministre. Quand il a eu le scénario de ce projet, il a senti qu'il était nécessaire d'accompagner le Sénégal, c'est ce que nous avons fait. Je pense qu'on va formaliser, rendre officiel ce qui se fait comme collaboration entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Composée d'une vingtaine de membres, la délégation ivoirienne marque sa présence à toutes les grandes tribunes du festival. Plusieurs rencontres d'échanges professionnels et de coopération sont inscrites à son agenda. Et on revient en Côte d'Ivoire pour voir cette dédicace de cet ouvrage Entre hommes. C'est le premier roman du journaliste responsable de communication Julien Anachi. L'auteur explore les questions de fidélité dans le couple. Il questionne les profondeurs du sentiment amoureux et son impact sur les relations de couple. C'est un habitué de la plume qui en fait ne l'a jamais lâché. Le journaliste avait déjà franchi le pas avec plusieurs publications. Julien Anachi explore désormais l'univers du roman. Avec lui, on parle entre hommes. C'est un homme qui jette un regard sur la société à travers le vécu de certains hommes dans leur vie conjugale. C'est un roman qui veut présenter l'homme comme victime de son environnement. Une interrogation donc sur les méandres de la vie sentimentale et la vie de couple, le regard jeté sur la nature de l'homme. L'auteur voyage alors dans le temps, un roman dont la trame s'écrit au Burkina Faso voisin. Si tant est vrai que tous les hommes sont infidèles, qu'est-ce qui provoque cela?
est-ce que les femmes de toutes les régions ont la même réaction face au comportement des hommes? Et c'est pour ça que je suis allé de Ouagadougou pour présenter un fait qui ne s'accommode pas très bien aux réalités ivoiriennes, parce que la réaction d'une Ivoirienne n'aurait pas été la réaction de ce que cette femme burkinabé a eu. Écrire par choix et non par défaut, Julien Anaki dit présenter à l'analyse des réalités vécues la diversité de l'appréciation nourrissant l'idée. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'histoires qui pouvaient ouvrir l'esprit de la femme dans le couple, à savoir comment garder son homme à la maison, comment est-ce qu'elle pouvait s'y prendre pour que son homme, même qu'il soit dehors, puisse toujours la respecter. Entre hommes, premier roman de Julien Anaki, journaliste de formation, présentement responsable de communication. Il a déjà publié un recueil de chroniques en 2014 et un recueil de poèmes en 2016. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi le Salon international du livre d'Abidjan qui bat son plein dans la capitale économique ivoirienne. Le salon a ouvert ses portes le mercredi dernier. 5 jours de célébration du livre et de lecture qui réunit à Abidjan une cinquantaine d'écrivains, d'éditeurs, d'imprimeurs. En somme, plusieurs professionnels du livre. La France, je rappelle, est le pays à l'honneur. Une édition marquée par la présence constante des auteurs d'ici et d'ailleurs, des visages connus et des noms célèbres. Et la journée du vendredi a été marquée par la visite du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandaman, que je vous propose d'écouter maintenant. Le salon du livre d'Abidjan, qui a pour pays à l'honneur la France. La France, qui est un grand pays de littérature et de culture et qui abrite un des plus grands salons du livre du monde. Cette année, le salon a tenu toutes ses promesses avec des invités venus de partout. Au bout de 3 jours, nous sommes à plus de 60 000 visiteurs. C'est-à-dire que d'ici la fin du salon, dans 2 jours, nous allons atteindre les 100 000. Donc je ne suis pas avec ceux qui pensent que les Ivoiriens ne lisent pas. Les Ivoiriens lisent et le rôle de l'État de Côte d'Ivoire, c'est de créer un environnement pour que de plus en plus, surtout les plus jeunes, les enfants, les adolescents, très tôt, se familiarisent à la lecture, et c'est pour cela que le salon est organisé. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h. Je rappelle, nous sommes en compagnie de M. Ange Félix Ndakri. Vous êtes le président de l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire, également commissaire général du SILA 2019, qui refermera ses portes demain. Tout à fait. Alors, cette année, vous avez placé cette édition sous le signe de la maturité, du professionnalisme. Alors, que devions-nous comprendre? Une édition mieux aboutie que celle des années précédentes? Tout à fait. Nous célébrons la 11e édition du Salon international du livre d'Abidjan. L'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire également a 21 ans d'existence, parce que née depuis 1998. Nous pensons donc que ce sont quand même 2 âges assez importants dans la vie de toute organisation. Et le SILA a eu un parcours, a eu un cheminement. Et donc cette édition 2019, nous pensons que c'est une édition de la maturité, c'est une édition de la professionnalisation, c'est une édition pour donner au SILA sa dimension internationale. Alors, donc, quels chiffres pourriez-vous nous avancer en termes de participation du public? Je rappelle que vous attendiez 200 000 participants cette année. Oui, nous sommes donnés pour objectif 200 000 visiteurs pour l'édition 2019, tout simplement parce que l'édition 2018, nous avons franchi le cap des 150 000 visiteurs. Vous avez franchi ce cap de 200 000 visiteurs cette année? Le salon ferme ses portes demain, mais tout à l'heure, avant de me rendre ici à la RTI, les dernières statistiques que nous devons consolider nous ont donné le chiffre de 125 000 visiteurs déjà enregistrés. On a écouté le ministre de la Culture et de la Francophonie, le ministre Maurice Kwaku Bandaman, qui soutient le SILA depuis quelques années, qui porte haut ce SILA. Et il a dit que le SILA, il y avait de l'engouement. Alors, il parle également de l'importance de la lecture du livre. Dites-nous, pourquoi devrait-on lire? Écoutez, dire pourquoi est-ce qu'on doit lire, c'est peut-être des échanges qu'on oui, il est important de nous parler des avantages de la lecture pour l'enfant, le jeune et l'adulte. Vous faites bien d'avoir catégorisé déjà ces niveaux d'âge pour la simple raison que la lecture
ne peut qu'apporter du bien qu'à toute personne, en ce sens que le livre en lui-même est un bien culturel, un bien social, un bien économique. Donc le livre pris dans toutes ses dimensions confère que des avantages aussi bien aux lecteurs que même aux différentes nations. Le livre est cet outil, est ce bien qui nous permet de voyager. Le livre est ce bien qui nous permet de nous former. Le livre est ce bien également qui nous permet de rencontrer les autres cultures, les autres peuples. Le livre aussi est ce bien qui nous permet de nous réconcilier avec nous-mêmes et de nous réconcilier aussi avec les autres. Le livre est ce bien qui nous permet de sortir de l'obscurantisme. Le livre est ce bien qui nous permet d'être libres. Le livre est ce bien qui ne peut qu'apporter que du bien. Et le livre est un outil de développement. Et le livre est un outil de développement, comme vous allez nous dire pourquoi tout à l'heure, mais avant, regardons ce récit de Franck Quadieu et on en discute par la suite. Côte d'Ivoire, 7 millions de livres imprimés par an, dont 70% pour l'édition et 30% pour la littérature générale. Un chiffre d'affaires estimé donc à 200 millions de francs CFA. Le marché le plus important du livre en Afrique subsaharienne francophone, la matière est en pleine expansion. Les bénéfices générés par la vente des ouvrages scolaires permettent de financer la littérature générale et la littérature enfantine. Une industrie qui se renforce aussi juridiquement, par exemple la suppression de la TVA, des éléments d'appréciation positive, surtout qu'en Côte d'Ivoire, l'édition de 80% des livres se fait sur place, une réalité qui pourrait profiter aux écrivains. À ce niveau-là, on pourrait améliorer, surtout les parts rétribuées aux auteurs. C'est un pourcentage qui est communément admis dans le monde entier. C'est le même pourcentage qui est accordé, c'est 10%. Il y a une part qui revient à l'éditeur, une part qui revient au libraire et une part qui rentre en compte dans le coût de fabrication. Développer l'industrie, mais aussi bouleverser les mentalités. La mission du livre. Et il ne peut véritablement être question de connaissance, de développement sans connaissance. Le livre, c'est la culture. Mais le fait est unanime. Une littérature forte soutenue par une bonne politique peut porter le développement dans un pays. Voilà, le livre peut porter le développement dans un pays. Vous l'avez entendu. Expliquez-nous. Comment est-ce que le livre peut soutenir le développement dans un pays comme la Côte d'Ivoire? Le livre peut soutenir le développement. En fait, nous pensons même que dans un pays, dans une nation, si d'aventure il arrivait qu'on, pour quelque raison que ce soit, on soit en train de tout perdre. Quand je dis tout perdre, c'est tous les autres, tout ce qu'on a comme acquis. La culture est ce bien-là qui doit nous permettre de rebondir. La culture est ce bien-là qui doit nous permettre de nous ressouder. La culture est ce bien-là qui doit nous permettre de retrouver nos repères, de savoir d'où on vient, où on est et où on part. Et quand on parle de culture, entre autres axes de la culture, il y a le livre. Et donc le livre est, et comme je l'ai dit tout à l'heure, au centre de tout. Le livre est au centre de tout, que ce soit le livre en langue française, que ce soit le livre en langue anglaise, que ce soit même le livre dans nos langues maternelles. Le livre est ce bien-là qui nous permet vraiment de briser les frontières, qui nous permet de conforter les brassages culturels, qui nous permet d'être ensemble, de vivre ensemble et de vivre libre ensemble. Et même si on a la technologie, on a toujours besoin, oui, on continue toujours de lire pour nous former. Ben oui, aujourd'hui, justement, avec la technologie, donc vous parlez du défi du numérique. Le numérique, loin d'être une menace pour le livre en support papier, est au contraire un complément. Ce n'est pas une menace pour l'industrie du livre, particulièrement pour les éditeurs que vous êtes? Non, pas du tout. C'est même plutôt complémentaire. Cela fait partie. Nous sommes dans un monde qui est dynamique, dans un monde qui bouge. Nous subissons les mutations technologiques. Il est donc très important pour nous, professionnels du livre, de pouvoir nous adapter. Le livre a plusieurs publics cibles. Tout à l'heure, vous l'avez dit, il y a le public des femmes, il y a le public de la petite enfance, il y a le public des adolescents, il y a le public des adultes. Donc, à chaque public, à ses réalités, à ses supports de lecture, à ses supports de lecture, comme je l'ai dit. Et donc, aujourd'hui, le numérique ne devrait pas être perçu comme une menace, mais comme un atout. Comme un atout, comme une complémentarité. D'accord. Alors, livre physique. Alors, le SILA,
11 prendra fin demain, dimanche. Quelles sont les perspectives après ceci, la 11? Dernière question. Ben écoutez, après ceci, la 11 qui a été un salon riche en couleurs, par la participation de la France, pays invité d'honneur, mais aussi par la participation de nombreux pays, frères et amis qui ont effectué le déplacement. C'est une vingtaine de pays. Et donc les perspectives sont qu'en 2020, sur instruction de M. Maurice Kouakoubandama, ministre de la Culture, la Côte d'Ivoire aura son pavillon au Salon du Livre de Paris en mars 2020. Et donc c'est un important défi à relever. Il a mis en place un comité qui doit travailler là-dessus. Et puis nous sommes pays invités d'honneur au Salon du Livre de Genève en avril 2020. Merci beaucoup, M. Ange Félix Ndakri. Vous allez retourner au Palais de la Culture parce que le SILA n'a pas encore refermé ses portes. Tout à fait. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau et de nous avoir partagé votre passion du livre. Merci, Marie. Vous l'avez compris, ce journal est terminé, mais je vous propose de nous séparer avec cette pensée d'un auteur qui disait, je cite, « Un livre, c'est un trésor qu'il faut extraire d'un coffre verrouillé, une baguette magique dont tu es le maître. Si tu en saisis les mots, alors faisons du livre notre compagnon et nous en tirerons tous les avantages. » Merci de nous avoir suivis. À demain 20h.